Préparez-vous à rencontrer un homme mort de façon grotesque lors de l'apocalypse et qui vient de recevoir une seconde chance. Il a remonté le temps exactement un mois avant que le soleil n'embrase la Terre, mais cette fois, il ne sera pas la victime. Armé d'une capacité spatiale absurde et d'un nouveau système qui se nourrit du désespoir des autres, il décide de porter le coup de grâce à tous ceux qui l'ont trahi. Alors que les Joda pensent l'avoir trompé et que son ex-petit ami prévoit de voler son héritage, Chan construit une forteresse impénétrable et stocke des provisions qui vaudront plus que de l'or. Le monde brûlera, les célébrités supplieront pour une gorgée d'eau, et Chan regardera tout cela depuis la meilleure place, savourant sa froide vengeance. Laissez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Pas de perte de temps, plongeons directement dans l'histoire. Demain, le 3 février 2030, c'est levé clair et ensoleillé. Mais dans un bureau étouffant d'une rue animée de la ville de Liu, l'air était lourd. Le bruit lointain des klaxons et des pas pressés ne parvenait pas à pénétrer cette pièce remplie de fumée de cigarettes et de tension. Tu as une idée de ce que ça implique d'emprunter une telle somme? Demanda une voix calme, presque paresseuse. Un homme alluma sa cigarette avec une aisance habituelle, tira une bouffée et expira lentement, comme s'il savourait la peur de l'autre homme. Son nom était Zhang Yangong, le chef du gang de l'océan et l'un des plus grands banquiers de la pègre. Il regarda le jeune homme devant lui et esquissa un léger sourire. Mes taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Le jeune homme recroquevillé dans un sweat à capuche bleue balbutia. Sa voix tremblait en disant qu'il accepterait n'importe quel intérêt, qu'il avait désespérément besoin de cet argent. Zhang Yangong se pencha en avant, le regard acéré comme celui d'un prédateur qui guettait déjà sa proie. 40%, dit-il sans ménagement. 5 millions aujourd'hui. 7 millions remboursés dans 6 mois. Garantie immédiate. Le jeune homme déglutit difficilement et, d'une main tremblante, offrit l'acté de propriété de sa maison. Zhang Yangong prit le document, y jeta un coup d'œil rapide et se moqua, manifestement ennuyé. Vieille maison, 34 millions $ tout au plus. Il commenta, cela ne couvre pas les 5 millions. Le désespoir s'empara du visage du jeune homme. Il supplia pour 4 millions, disant qu'un voyant lui avait garanti une chance insolente, qu'il doublerait la mise et paierait Zhang Yangong. Cela ne fit que confirmer l'évidence, juste un autre accro au jeu prêt à se détruire. Il se leva, faisant mine de partir. 3 millions, c'est à prendre ou à laisser. À cet instant, quelque chose changea. La panique du jeune homme laissa place à une excitation presque maladive. Il accepta sur le champ. Zhang Yangong se rassit et modifia les conditions finales. Cruel et précis. 3 mois, 900 000. Si tu ne paies pas, la maison est à moi. Le jeune homme accepta. Mais pendant une brève seconde, son expression s'assombrit. Il leva la tête et regarda Zhang Yangong droit dans les yeux. Il y a une condition bien précise. 10 minutes plus tard, tout était réglé. Un immense homme de main, étonnamment poli, escorta le jeune homme vers la sortie. Dehors, le soleil brillait toujours avec force. Le jeune homme sortit son téléphone et vérifia la notification. 3 500 000 Yangong venaient d'être déposés sur son compte. À cet instant précis, le masque tomba. Il éclata de rire, traitant Jada d'idiote. Dans son esprit, la vérité était évidente. Il n'avait pas l'intention de rembourser cet emprunt. L'apocalypse allait commencer dans un mois. Le moindre centime servirait à se préparer. Il refusait de revivre la misère de sa vie passée. Les souvenirs affluèrent comme une avalanche, la gigantesque éruption solaire qui a frappé la Terre, l'effondrement de l'écosystème, les températures dépassant les 50 degrés, 30 jours d'enfer caniculaire, un monde en ruine où des bêtes mutantes se nourrissaient des restes de l'humanité. De retour au bureau, Zhang Yangong tenait le contrat avec satisfaction. Pour lui, ce n'était qu'une affaire conclue avec succès. Les joueurs ne méritent pas d'avoir une maison, commenta-t-il avec mépris. Derrière lui, l'assistant semblait mal à l'aise. Patron, cette maison vaut plus de 4 millions. Il n'a accepté que 3,5 dans l'immédiat. Est-ce que ça pourrait être un piège? Zhang Yangong. Les toxicomanes vendraient même leur propre famille pour des jetons. Une maison ne représente rien. Je dirige un casino. Je veux tout lui soutirer. L'assistant hocha la tête. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sean marchait dans la rue, regardant son téléphone avec un sourire amusé, pensant au fait qu'il restait encore de bonnes personnes dans le monde. Cet argent était arrivé beaucoup trop facilement. Les intérêts n'avaient aucune importance. Il avait contracté des prêts auprès de tous les usuriers de la ville de Lu en une seule journée. Son regard était sinistre. Il ne paierait jamais. Les pensées de Sean retournèrent vers l'avenir. La terre aride, la végétation morte, l'effondrement de la société. Dans ce monde-là, les provisions valaient plus que de l'or. Quiconque contrôlait les ressources contrôlait tout. Cette fois, il serait le roi de l'apocalypse. Il se souvenait des milliardaires et des superstars mendiant comme des chiens pour un morceau de saucisse ou une gorgée d'eau, tandis que ceux qui échouaient mouraient dans les caniveaux. Maintenant réincarné, il avait le temps et il avait l'argent. Un murmure attira son attention. 2 femmes se tenaient devant une boutique, parlant d'une glace de luxe appelée l'assassin du sucre, et se plaignant de son prix absurde. Sean s'arrêta et fixa la vitrine. Le souvenir de Luan King refit surface avec amertume. Il se souvenait avoir économisé pour lui acheter cette même glace, réalisant maintenant que cela avait été un plus grand gaspillage que de nourrir un chien. Il repoussa cette pensée et entra. « Je veux 10 de chaque parfum », dit-il calmement. Les femmes étaient sous le choc, chuchotant entre elles,
se demandant s'il avait les moyens, commentant à quel point il était beau en dépensant de l'argent. La vendeuse, méfiante, lui demanda s'il était sérieux. Ce sont des produits haut de gamme, le prévint elle. Ça dépasserait facilement les 20 000. Avant que Sean ne puisse répondre, une femme aux cheveux bruns rit avec dédain. Avec ses vêtements, si tu paies tout ça, je m'agenouillerai et me prosternerai devant toi. Sean se retourna lentement. Son regard était froid et tranchant. Tu es sûr de toi? Elle fut intimidée un instant, mais resta sur ses positions. Face à elle qui se demandait pour qui il se prenait, Sean esquissa un léger sourire. Je t'ai offert une porte de sortie. Tu ne l'as pas prise. Aujourd'hui, rien ne t'empêchera de t'agenouiller. La femme explosa de colère en hurlant, mais Sean l'ignora tout simplement. Il tourna son téléphone vers la vendeuse. Le solde à l'écran dépassait les 20 millions de yuans. Emballez tout. Je prends tout. La vendeuse, tremblante, put seulement répondre qu'elle allait appeler le gérant. Peu de temps après, Fan apparut, visiblement abasourdi. Sean lui demanda de calculer le prix de tout ce qu'il y avait dans la boutique, et précisa qu'il n'était pas nécessaire de rester ouvert pour les autres clients. Feng en croyait à peine ses oreilles. La valeur des articles en vitrine atteignait les 70 000, mais avec le stock de l'entrepôt, le total dépassait 1 million. Pour Sean, ce n'était rien. Je vais tout vider. Il ajouta, je veux assez de glace pour en manger chez moi quand l'apocalypse arrivera. Il transféra 300 000 d'acompte et exigea une livraison immédiate. Feng s'inclina presque, l'appelant frère Sean, rayonnant. Affaire conclue. Sean se tourna ensuite vers les deux femmes, souriant avec un calme absolu, vous pouvez choisir les glaces que vous voulez. Sean ouvrit les bras naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, et annonça que c'était sa tournée. Puis il se présenta calmement, laissant tomber son nom dans l'air tel un sceau d'autorité, Sean-cha. Les regards autour de lui changèrent instantanément. Admiration, envie, curiosité, les murmures se répandirent, commentant sa richesse soudaine, son assurance et son physique avantageux. L'espace d'un instant, il ressemblait à un simple jeune homme riche exhibant son pouvoir. Puis son expression se durcit. Son sourire disparut comme s'il n'avait jamais existé. Sean regarda de nouveau la femme droit dans les yeux. Sa voix resta calme, mais elle était désormais froide, tranchante. Il précisa que l'offre valait pour toutes les personnes présentes, sauf pour elle. Et il lui rappela sans élever la voix qu'il attendait toujours qu'elle s'agenouille. L'air devint lourd. La femme blêmit. L'arrogance dont elle débordait autrefois s'évapora en quelques secondes. Elle essaya de répondre, de rire, de garder son sang-froid, mais les mots refusèrent de sortir. La pression, les regards posés sur elle et sa propre promesse devinrent insupportables. Ses yeux tremblent, ses yeux se remplissent de larmes. Enfin, son corps cède, elle sanglote, ses jambes flanchent et elle tombe à genoux devant Sean. Il la regarde de haut, le regard froid comme l'acier. Sans aucune pitié, il lui demande pourquoi elle cesse de montrer si arrogante, si elle ne pouvait pas l'assumer. La question n'exige aucune réponse. Le silence en dit déjà long. Plus tard, alors que le soleil commence à se coucher et que la ville ralentit, Sean est assis seul sur un banc dans le parc. L'atmosphère est calme, presque trop paisible pour quelqu'un comme lui. Il savoure lentement une glace hors de prix, en appréciant la texture et la saveur. Il s'avoue que la marque Assassin est vraiment à la hauteur de sa réputation à l'UJU. Quand il a terminé, il lève la main. L'air autour se déforme, comme s'il se déchirait. Un vide noir apparaît, silencieux et profond. Sean dépose le sac de course à l'intérieur de cet espace dimensionnel sans le moindre effort. Il observe sa propre main. Songeur, cet espace maintient tout en stase, de la nourriture fraîche pour toujours, des boissons chaudes pour l'éternité, et un pouvoir absolu. Ce qui le surprend, c'est le moment de cet éveil. Dans sa chronologie d'origine, les capacités n'étaient apparues qu'après le début de l'apocalypse. Il ne s'attendait pas à ce que sa capacité spatiale l'accompagne à son retour dans le passé. Un lent sourire se dessine sur ses lèvres. Il comprend à cet instant que ce pouvoir sera son plus grand atout. Grâce à lui, il pourra contrôler toutes les ressources. Il visualise déjà les célébrités, les magnats et les idoles mendiants pour un bout de nourriture, pour une goutte d'eau. Dans les faits, son esprit passait déjà à l'étape suivante, un refuge sûr, des chambres froides, des armes, des réserves d'énergie. Il soupire, conscient du travail colossal qui l'attend. Le téléphone vibre. Le nom sur l'écran assombrit son regard. Luan King, enregistré comme sa petite fée. Sean lâche un bref sourire moqueur. Quelle poisse. Elle appelle déjà. Le simple fait de voir ce nom fait remonter des souvenirs amers. Après la mort de ses parents, elle était apparue comme une sauveuse, un ange au moment où il était le plus fragile, mais ça avait toujours été un mensonge. En réalité, Luan King ne voulait que l'héritage. Elle avait exigé un appartement de luxe en centre-ville, payé intégralement à son nom. Elle avait exigé une dot absurde de 880 000 et l'avait manipulé jour après jour. Elle l'avait même encouragé à vendre la maison ancestrale de la famille, la qualifiant de vieille épave inutile sur le point de s'effondrer. Il se souvient clairement de la trahison finale. Dans sa vie antérieure, il avait cédé, vendu la maison, tout donné, et quand l'apocalypse avait éclaté et que les ressources avaient disparu, Luan King l'avait vendu sans hésiter à un chef de gang, offrant ses biens en échange de protection. Chansant la fureur monter en lui. Il se souvient d'avoir tout fait pour la protéger, pour finir traité comme un chien. Il se rappelle de sa propre mort grotesque, dévoré vif, sans même mourir en un seul morceau. Maintenant,
un sourire glacial s'étire sur son visage. Puisqu'elle sait se livrer d'elle-même, il va régler cette dette une bonne fois pour toutes. Dans l'hôtel de luxe, il répond à l'appel d'une voix douce, presque affectueuse, lui demandant avec une inquiétude feinte pourquoi elle appelle, et s'il cesse de passer quelque chose. À l'autre bout de la ligne, Luan King, enveloppée dans un peignoir, joue les âmes pitoyables. Elle ment en disant qu'elle était avec des amis et qu'elle a perdu son collier en or. Elle rejette habilement la faute, tout en dissimulant un sombre sourire. Chan joue le jeu sans le moindre effort, lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il lui en achètera un autre, puis il ajoute négligemment qu'il lui en achètera 10 pour qu'elle puisse alterner. Luan King est choqué. Cela ne correspond pas au Chan qu'elle a connu. Il n'avait jamais été aussi riche. Il improvise une explication. Il a gagné beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies et veut tout dépenser pour elle. Elle devient méfiante, demande si ce n'était pas une arnaque, mais il insiste sur le fait que la prochaine transaction lui rapportera une fortune. Il lui dit qu'il prépare quelque chose d'énorme, puis vient l'appât. Il explique qu'il rassemble des fonds pour un gros investissement, mais que le prêt nécessite un témoin. Il lui demande de l'aide, lui offrant 5% de la somme en guise de paiement. Le piège est en place. Luan King sort de la salle de bain enroulé seulement dans une serviette. Un homme âgé et chauve se plaint du retard. Elle change immédiatement d'attitude, enlace l'homme, l'appelle chéri, et lui demande de patienter encore un peu. Intérieurement, elle calcule froidement. 5 000 pour une nuit avec ce vieil homme, 50 000 juste pour une signature de Chan, sans le moindre risque. Après tout, Chan a toujours été un lâche. Il n'oserait jamais la tromper. Après avoir raccroché, Chan fixe son téléphone. Ses yeux deviennent rouges. Son sourire devient terrifiant. Il murmure, presque comme une promesse. Je t'attendrai. Peu après, il se tient devant un grand immeuble résidentiel. Il observe attentivement la structure. Imaginant déjà chaque modification, il décide sur le champ que ce sera sa forteresse personnelle. Accompagné d'un entrepreneur visiblement nerveux, Chan pointe l'immeuble du doigt et fixe un délai non négociable. 1 mois. Il exige des fenêtres en verre blindé avec un treillis de sécurité dissimulé, et des murs extérieurs renforcés par 3 mètres de béton capables de résister à un tremblement de terre de magnitude 8. L'entrepreneur tape frénétiquement, en sueur. Chan reste implacable, un écosystème autonome, de l'oxygène garanti pour 72 heures, un système de recyclage de l'eau, des portes antidéflagrantes avec serrure biométrique et mécanique, un toit recouvert de panneaux solaires, un générateur indépendant, un système de filtration d'air de qualité militaire. Il résume froidement. Dans 1 mois, je veux un bunker prêt pour le combat. L'entrepreneur est momentanément sous le choc et pense que Chan n'est qu'un autre survivaliste paranoïaque, quelqu'un qui a regardé trop de science-fiction. Son hésitation est évidente. Chan le remarque. Il mentionne le CV de l'homme, son expérience dans la sécurité pour les milliardaires. L'entrepreneur balbutie, affirmant que ses exigences sont si spécifiques qu'elles coûteront une fortune, mais la cupidité prend le dessus. Il commence à voir Chan uniquement comme un riche excentrique qui a de l'argent à jeter par les fenêtres. Chan l'interrompt et lui montre son téléphone, un virement d'1 million de yuan. C'est la compte, dit-il calmement. Maintenant, donnez-moi le montant final. L'entrepreneur déglutit difficilement. L'entrepreneur peut à peine contenir son excitation. Derrière son sourire professionnel, son esprit s'emballe déjà, calculant des chiffres absurdes. À ses yeux, Chan n'est qu'un autre riche excentrique, le genre de client idéal qui peut le rendre millionnaire pour le reste de sa vie. La poignée de main entre les deux est ferme, décisive. Vous pouvez être rassuré, dit l'entrepreneur avec une conviction répétée. Je suis strict sur la qualité des matériaux. Je vais construire quelque chose de véritablement impénétrable. Les mots semblent justes, mais tous deux cachent des intentions qu'il ne dirait jamais à haute voix. L'entrepreneur prévoit déjà comment gonfler chaque coup pour en tirer le moindre centime. Chan, de son côté, rit intérieurement. Il sait que lorsque l'apocalypse arrivera, il n'y aura aucun paiement final. Avec la construction de la forteresse en cours, son esprit passe à l'étape suivante. La liste de survie commence à prendre forme. Médicaments, nourriture, articles essentiels, tout cela est facile à trouver. L'argent résout ce problème. Mais son expression s'assombrit lorsqu'il pense au véritable danger. Ce n'est ni la chaleur extrême, ni l'effondrement du monde naturel. C'est l'être humain. Quand la société s'effondrera, les armes blanches ne suffiront pas. La faim transforme les gens en bêtes, et celui qui possédera des armes à feu dictera les règles. Ce sera la ressource la plus difficile à obtenir. En marchant dans la rue, Chan prend son smartphone et envoie un court message à un contact du marché noir, demandant des sources directes et des canaux discrets. La réponse arrive presque instantanément. Une adresse, 20 heures, aucun retard. Quelques heures plus tard, il arrive au lieu convenu. La scène le met sur ses gardes. Un vieux quartier résidentiel, des rues étroites, des gens qui vont et viennent, un endroit trop fréquenté pour une réunion illégale, quelque chose cloche. Puis, le silence est brisé par des bruits de pas précipités. Une jeune femme apparaît en courant dans la pénombre, le visage rempli de panique. 3 voyous la poursuivent de près, hurlant des insultes et des menaces. Elle semble totalement désespérée, ne sachant plus où aller. Quand elle voit Chan, elle court vers lui. Les hommes la rattrapent et les encerclent tous les deux. Le chef hurle, accusant la fille d'avoir triché sur son territoire, lui demandant si elle est fatiguée de vivre. Sa voix est agressive dans la rue sombre. Tremblante,
La jeune femme s'agrippe au bras de Chan en le suppliant de la sauver. Il baisse les yeux et se fige. Il reconnaît ce visage instantanément. Liu Qing, la confusion le frappe comme une onde de choc. Que fait-elle dans un endroit pareil? La confrontation s'intensifie. 3 hommes armés, une rue étroite, une seule erreur peut coûter une vie. L'un des voyous pointe Chan du doigt, lui ordonnant de s'écarter. L'autre attrape Liu brutalement. La situation dégénère lorsque l'un d'eux lui tire violemment les cheveux, rejetant sa tête en arrière. Un cri de douleur déchire l'air. Liu, dit-il d'une voix ferme. Ce souvenir le ramène dans le passé. À l'école, elle était radieuse, le centre d'attention, la soi-disant déesse du génie, admirée par d'innombrables garçons, une figure lointaine, presque intouchable. Le présent revient violemment. Le chef aux cheveux gominés resserre son emprise sur ses cheveux et crie qu'il ne la relâchera que si elle lui donne l'argent. Le voyou à la crête iroquoise se lèche les lèvres en riant et suggère que si elle n'a pas d'argent, elle peut payer avec son corps, que ça suffira. Chan fait un pas en avant. Une aura oppressante jaillit autour de lui. Il fixe les 3 hommes d'une froideur absolue. Lâchez-la. Les voyous et Liu sont confus. Ils ne savent ni qui il est, ni d'où vient cette pression invisible. L'un d'eux, consumé par la rage, charge le premier, hurlant des insultes et promettant de l'estropier pour avoir joué au héros. Chan ne bouge pas, ses yeux brillent d'un rouge écarlate. L'instant suivant, le coup de poing fend l'air et le rate. Chan esquive avec une facilité déconcertante, laissant passer l'attaque comme s'il l'avait prédite. Avant que le voyou ne puisse réagir, Chan attrape son poignet, sa force est écrasante, le cri résonne alors que les os cèdent. Sans hésitation, Chan décoche un coup de poing brutal au visage de l'homme, le projetant contre les débris de la ruelle. L'impact est sec, violent. Les autres observent, sous le choc. À ce moment-là, une fenêtre translucide apparaît devant les yeux de Chan. Le système détecte d'intenses émotions négatives, peur, colère, désespoir. Une notification confirme l'activation de la collecte d'émotions négatives. Il se fige une seconde. Un système, quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans sa vie passée. Le chef du gang panique, attrape Liu, déchire sa chemise et hurle qu'il la tuera si Chan fait un pas de plus. Puis, quelque chose tombe d'Eno. Une brique tombe d'un bâtiment au-dessus et frappe le visage du chef avec une force brutale. L'homme tombe comme un sac de pierre, complètement inconscient. Les 2 voyous restants se figent. Une silhouette surgit de l'ombre du bâtiment. Un homme portant une chemise à fleurs atterrit avec assurance et lâche un rire moqueur, les ridiculisant d'intimider une fille sans défense. Furieux, les 2 attaquent en même temps. Chan lève le bras et bloque facilement un coup de poing. En même temps, l'homme à la chemise à fleurs fait une vrille et assène un coup de pied au dévastateur à l'autre voyou. Une matraque fonce sur lui, mais Chan esquive, fait trébucher son adversaire et contre-attaque avec un coup de poing précis au visage du chauve. Les 2 se battent en parfaite synchronisation. Les corps volent, les ennemis sont jetés au sol sans aucune réaction. L'homme à la chemise à fleurs écrase impitoyablement la poitrine de l'un d'eux. Silence. Chan reste debout, les yeux toujours d'un rouge ardent. Il fixe les voyous vaincus. Foutez le camp. Ils ne discutent pas. Ils s'enfuient, terrifiés. Le système avertit Chan alors que leur peur et leur désespoir sont récoltés. Il ressent une satisfaction inattendue. Cela débloque une expansion de son stockage spatial. Un sourire subtil se dessine sur ses lèvres. La capacité à récolter des émotions est intéressante. Il s'approche de Liu, tombé à terre, lui tend la main, l'aide à se relever et commente calmement que son problème l'a finalement aidé à atteindre son objectif. Il lui demande si elle est blessée. Rougissante, elle tient ses vêtements déchirés, visiblement embarrassée, balbutie des remerciements et dit qu'elle a des affaires urgentes. Elle part précipitamment pendant que Chan lui dit de faire attention. Quand elle disparaît au bout de la rue, l'homme à la chemise à fleurs s'approche en souriant, « Belle entrée, sauvez une beauté comme ça. » Il se présente sous le nom de Mukong. Chan l'observe un instant puis comprend. Il est exactement le contact qu'il cherchait. Mukong lâche un petit rire et révèle finalement qu'il était l'acheteur attendu. Il commente la coïncidence de leur rencontre comme si c'était l'œuvre du destin. Ensuite, il change complètement de posture, fait un pas en arrière, plie les genoux, prend une position d'arts martiaux exagérée et lève la main comme s'il affrontait un duel ancestral. Le roi céleste au-dessus des cieux, le tigre de la terre garde la porte, crie-t-il d'un ton solennel, comme s'il récitait un mantra secret. Il observe attentivement Chan, attendant une réponse tout aussi appropriée, un code de confirmation, mais il n'en reçoit aucune. Chan le fixe simplement en silence pendant quelques secondes, puis, avec une indifférence totale, lui lâche « idiot ». L'air se fige. À ce même moment, une notification invisible apparaît pour Chan. Des émotions de perplexité et d'embarras ont été récoltées auprès de Mukong. Le sourire du vendeur vacille. Il rit fort et beaucoup trop vite, essayant clairement de dissimuler sa gêne. Et, du calme. C'est juste une blague, dit-il en se grattant la tête. Chan ne prend pas la peine de répondre, passe son bras autour de ses épaules et les mène, comme s'il était de vieilles connaissances, montrant clairement qu'il est temps de parler affaires. Plus tard, cette nuit-là, les 2 arrivent dans une maison silencieuse et isolée, cachée de l'agitation de la ville. À l'intérieur, Mukong ouvre soigneusement une mallette en métal. À l'intérieur repose un pistolet sombre, froid et lourd. Il explique que c'est un modèle russe connu pour sa durabilité, fiable même dans des conditions extrêmes. L'avertissement vient juste après. Les munitions sont difficiles à obtenir.
Chan prend l'arme, la passe dans sa main et en teste l'équilibre. Mukong l'observe attentivement, évaluant chaque mouvement, et remarque qu'il ressemble à quelqu'un qui a déjà combattu pour de vrai. Il lui propose alors un prix d'ami. Chan fait tourner le pistolet naturellement, un sourire malicieux apparaissant sur son visage. Je veux un silencieux gratuit avec une garantie et des munitions supplémentaires. L'atmosphère devient tendue. Mukong écarquille les yeux, incrédule. Sa voix s'élève immédiatement. Tu es devenu fou? Je te fais déjà un prix d'ami. Proteste-t-il, tremblant de frustration. N'importe qui d'autre paierait le double et tu en veux encore plus? Et une garantie en plus? Il pointe Chan du doigt, furieux. Ce n'est pas un appareil électroménager. Si c'est comme ça, pourquoi tu ne me dépouilles pas carrément? Pendant que Mukong bout de colère, le système de Chan enregistre calmement le choc, la frustration et l'incrédulité, collectés avec succès. Satisfait, Chan sourit, lève les mains en signe de reddition et recule. Laisse tomber, on garde le prix de départ. Il transfère l'argent sans plus de discussion. Affaire conclue. En partant, Chan se dit que maintenant il a des provisions pour la forteresse et une arme. Il ne manque plus qu'une chose. Cette nuit-là, un hôtel luxueux se dresse sous les lumières de la ville. Tout en haut, dans un élégant penthouse, Luan Qing observe le paysage urbain vêtu d'une robe de soirée rouge. La porte s'ouvre silencieusement. Chan s'approche par derrière et l'enlace. Elle se plaint de son poids, et peu après change de ton. Ce plan de prêt est vraiment sans risque, n'est-ce pas? Chan répond naturellement, d'une manière bien répétée. Il dit que sa signature n'est qu'une formalité et qu'il ne ferait jamais rien pour lui faire du mal. Intérieurement, Luan Qing sourit légèrement. Elle se souvient du jour où il a même vendu son propre sang pour lui acheter un sac. À ses yeux, Chan avait toujours été trop soumis pour oser penser à la tromper. Plus tard, dans le bureau de l'usurier, Luan Qing est assise face à Zhang Yanggong. Il loue sa détermination tout en observant le moindre de ses mouvements. Quand elle commence à signer le contrat, son regard devient prédateur. Elle croit qu'elle n'est qu'une simple garante. En vérité, toute la dette est transférée à son nom. Zhang Yanggong allume un cigare, souriant avec malice. Imaginant déjà le moment où elle ne pourra pas effectuer les paiements, son regard glisse sur son corps avec convoitise. Il décide que si l'argent ne vient pas, elle paiera d'une autre manière. Chan s'adosse au canapé, observant tout avec satisfaction. La cupidité de Luan Qing était exactement ce dont il avait besoin. Sa signature agit comme un acte de vente, garantissant les fonds finaux pour son refuge. Quelques jours plus tard, Chan se trouve à l'extérieur de son bâtiment fortifié avec l'entrepreneur. L'homme assure que la construction suit des normes militaires, isolation thermique, isolation acoustique, protection contre les explosions. Il se vante même que la structure pourrait survivre à une explosion nucléaire. Satisfait, Chan lui remet le paiement. L'entrepreneur accepte avec un sourire avide, posant déjà des questions sur de futurs travaux sans imaginer que cet argent ne vaudra bientôt plus rien. Seul à l'intérieur de la forteresse, Chan attend avec une tablette entre les mains. Puis les informations apparaissent à la télévision. Une activité solaire sans précédent. Le présentateur parle d'un ton grave de vagues de chaleur extrême et continue, mettant en garde la population. Chan nettoie calmement son pistolet, rapprochant l'arme de son visage, l'air sombre et concentré. Enfin, ça commence. Baigné dans la lumière rouge et menaçante de l'environnement, il garde son arme près de lui. L'apocalypse a commencé. Avant de continuer, vous qui regardez la vidéo en ce moment, profitez-en pour laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la cloche et pensez à devenir membre si vous voulez soutenir notre travail. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ça nous aide aussi énormément. Partagez la vidéo au maximum. Cela dit, revenons à l'histoire parce qu'elle est tout simplement excellente. Il s'approche de la fenêtre. Dans le ciel, une éruption solaire colossale embrase l'horizon, baignant la ville d'une lumière ardente. La télévision annonce que les températures mondiales atteignent les 45 degrés. Elle recommande à tout le monde de rester chez soi. La chaleur est immédiate. La sueur coule sur le visage de Chan. Il le sait. Ce n'est que le début. La ville entière ressemble à un four. Les civils souffrent déjà. Une femme s'asperge le visage d'eau pour soulager sa peau brûlante, accoudée au balcon, se plaignant de la chaleur insupportable et se demandant combien de temps cela va durer. Dans la rue, un propriétaire de magasin potelé, vêtu d'une chemise à fleurs, crie dans un mégaphone. Il prévient que les températures ne vont faire qu'augmenter. Il met en garde contre la pénurie de provisions et encourage les voisins à acheter son dernier stock avant le rationnement. Il essuie la sueur de son front en souriant. Pour lui, ce n'est pas une tragédie. C'est une opportunité. Quelques femmes s'approchent et demandent une réduction sur les pastèques. L'une d'elles s'accroupit pour examiner le fruit. Le commerçant se penche en avant, ignorant complètement la demande, fixant son corps avec un sourire lubrique et répugnant. Le monde a déjà commencé à montrer son vrai visage. Le gros homme sourit d'un air visqueux et se penche sur le comptoir en baissant la voix. Si vous prenez 2 pastèques, je vous fais une petite remise, et j'ajoute même un paquet de mouchoirs. Son regard glisse de manière éhontée, puis il continue comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce soir, tu pourrais venir chez moi. La clim y est très bonne. Tu pourras te rafraîchir comme il faut. Les femmes se regardent, visiblement mal à l'aise, et refusent presque en chœur. Son sourire ne s'efface pas. Au contraire, il se penche encore plus, envahissant l'espace personnel de l'une d'elles, son visage s'approchant dangereusement.
Achète-la maintenant. Insiste-t-il d'une voix basse et menaçante. Demain, il y aura peut-être même plus de nourriture à vendre. L'attitude change du tout au tout lorsque deux hommes réclament un prix plus bas pour de Léo. Le propriétaire de la boutique les pointe du doigt avec colère, c'est un petit commerce ici, on ne marchande pas, ça vous plaît pas, dégagez. Alors qu'il soulève une boîte de provisions avec effort, il ne remarque pas la silhouette tapie dans l'ombre, observant tout en silence. Chant, son regard est froid comme la glace. Dès qu'il reconnaît l'homme, un vieux souvenir amer explose dans son esprit. Le souvenir le ramène violemment dans le passé. Le même magasin, la même voix, Lida Fu criant sur la foule, accusant un jeune Chant de vol. Il affirmait l'avoir pris en flagrant délit. Il tordait le bras du garçon sans pitié. Quand le garçon a expliqué en pleurant qu'il avait seulement ramassé un article tombé par terre, Lida Fu s'est moqué de lui, a refusé de l'écouter et a exigé un paiement. Les gens autour chuchotaient, jugeaient, commentaient la mauvaise éducation de ce garçon. Le silence forcé se transformait en culpabilité dans leurs yeux. Submergés, terrifiés. Le jeune Chant pleurait et balbutiait qu'il n'avait rien volé. Personne ne le croyait. Aujourd'hui, le silence de la boutique lui semble assourdissant. Chant entre calmement et observe une étiquette de prix. Un simple paquet de chips à l'oignon coûte 50. En dessous, en petits caractères, recommandation du gérant. Il prend le paquet et lève un sourcil. C'est fait en or, ou quoi? Demande-t-il d'un ton sarcastique, ou ça empêche les coups de chaleur pour coûter aussi cher? Transpirant à grosses gouttes, Lida Fu se retourne d'un air irrité. Au même instant, le système s'active. Dédain, collecté. 3 points de plus. La patience du commerçant s'épuise. Il arrache le paquet des mains de Chant. Sors d'ici si tu n'as pas de quoi payer. Le système tique de nouveau. Irritation. 6 points de plus. Chant se contente d'un léger sourire. Il se penche légèrement en avant. On dirait que tu amasses pas mal de trésors. Commente-t-il à voix basse. Fais attention aux voleurs. Lida Fu se fige un instant, confus, puis explose. Pour qui tu te prends? Crie-t-il en pointant du doigt. T'es malade, ou quoi? Cette chaleur t'a grillé le cerveau. Chant reste d'un calme absolu. Tu dors toujours aussi mal? Envie d'uriner la nuit? Faiblesse dans les genoux? La colère de Lida Fu vacille. Il déglutit avec difficulté. Oui, admet-il nerveusement. Se pourrait-il qu'il soit une sorte de maître spirituel? Avant qu'il ne s'en rende compte, Chant s'approche et lui attrape fermement le visage. Ton énergie yin est sombre, déclare-t-il d'un ton grave, c'est de mauvais augure. L'instant d'après, la gifle part, sèche et violente. Litifu titube, abasourdi, le regard dans le vide. Chant se frotte le menton tel un médecin examinant un patient. Une carence, déclare-t-il. Litifu reprend ses esprits, fou de rage. Il tente de donner un coup de pied à Chant, en hurlant des insultes sur sa famille. Chant esquive avec une aisance déconcertante, prend une sucette sur le comptoir, la déballe calmement et parle d'un ton moqueur. Prends soin de ta santé. La colère, c'est mauvais. En partant, il jette une pièce sur le sol. À ce rythme, tu risques de mourir jeune. Le tintement métallique résonne, le système clignote en rouge, colère extrême collectée, 20 points de plus. Quelques heures plus tard, un chat noir traverse l'entrée sombre du supermarché. Chant se tient devant les portes vitrées, repensant à sa vie passée. Combien de fois a-t-il ravalé sa colère? Combien de fois a-t-il été piétiné? Pas cette fois. Il consulte le système. Les émotions récoltées auprès de Lida Fu sont suffisantes. Sans hésiter, il active la compétence. L'espace de stockage dimensionnel s'étend de plus de 200 mètres cubes. Un vortex noir tourbillonne dans sa paume, affamé, distordant l'air autour de lui. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres. Le lendemain, les oiseaux chantent paisiblement. Le Tafu marche vers le magasin, ignorant ce qui l'attend. Dans les buissons voisins, Chant l'observe. Le Tafu s'arrête brusquement. Il en reste bouche bée. Il se précipite à l'intérieur et se fige. Les rayons, autrefois remplis de produits hors de prix, sont complètement vides. Rien, que des structures métalliques nues. Son visage s'assombrit. Son esprit s'effondre en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Qui a tout volé? Hurle-t-il en se tenant la tête. Loin de là, dans sa planque, Chant observe cet effondrement en direct. Le système le notifie. Souffrance intense, 66 points d'émotions négatives générées. Il ouvre un soda bien frais, boit calmement et sourit. Une petite vengeance, certes, mais profondément jouissive. À l'intérieur de l'entrepôt, le Tifu hurle de panique, exigeant de savoir qui a volé tout son stock. À la nuit tombée, submergé, il tombe à genoux en hurlant de frustration. Une foule de clients confus le regarde faire. Il se demande si le supermarché est vraiment vide, ou si le Tifu fait semblant pour faire grimper les prix. Plus tard, deux femmes évoquent une rumeur selon laquelle quelqu'un aurait vu une ombre sombre flotter dans l'entrepôt la nuit dernière. Le Tifu pâlit, terrifié à l'idée que sa boutique soit hantée. Une interface système invisible apparaît, comptant les émotions négatives de la foule. Chant regarde avec un sourire satisfait, mangeant des chips tout en observant la production constante d'émotions de le Tifu. Chant déguste son encas, mais son expression devient sinistre. Ses yeux brillent d'un éclat rouge alors qu'il décide de jeter de l'huile sur le feu pour récolter plus d'émotions. Il passe à côté de le Tifu, commentant à haute voix à quel point les chips sentent bon pour attirer l'attention. Le Tifu fixe le paquet dans les mains de Chant, réalisant que l'emballage correspond à son stock manquant.
Le choc se transforme en fureur quand il comprend que Chang est en train de manger sa marchandise volée. Chang lève le paquet et se moque de Lotifu, lui demandant si ses chips sont en or pour justifier un prix aussi exorbitant. Chang le provoque, affirmant qu'accumuler des trésors attire forcément les voleurs. Furieux, Lotifu dégage la main de Chang d'une claque. Fou de rage, Lotifu attrape le poignet de Chang, exigeant de savoir où il cesse de procurer ses chips et l'accusant de vol. Chang feint le choc. Puis, il demande calmement si cet homme en furie a la moindre preuve pour étayer ses accusations. Avec un léger sourire, Chang prévient le gérant que proférer de fausses accusations sans preuve n'est pas sans conséquence. Il ironise sur la propreté incroyable de ce supermarché vide, et lui offre le reste des chips d'un ton insultant. Désespéré, Lidafu décide de faire de Chang son bouc émissaire. Il le secoue violemment, le rendant responsable du vol sous prétexte qu'il s'est plaint des prix la veille. Le système enregistre un pic de colère chez le gérant. Chang se tourne vers la foule et demande si le Tafu croit être le seul à vendre des chips ici. Il déclare que le gérant tente d'incriminer un client innocent. Les badauds acquiescent, reconnaissant que les chips se trouvent partout. Lidafu, déconcerté de voir ce lâche soudainement si sûr de lui, se met à transpirer. Chang lui propose un pari. Si Lidafu trouve les objets volés chez lui, il lui paiera 10 fois leur valeur. Sinon, Lidafu devra lui céder son générateur de secours. Aveuglé par la colère, Lidafu accepte, approchant son visage de celui de Chang et jurant sur le champ. Le groupe se rend à la résidence de Chang, suivi de près par la foule. À l'intérieur, le Tafu est choqué par l'opulence des lieux. Il découvre avec stupeur que Chang est incroyablement riche. Il observe avec admiration la décoration onéreuse et le lustre en cristal. Il est également surpris de tomber sur une garde-robe remplie de vêtements de luxe. Le Tafu fouille frénétiquement, inspectant le réfrigérateur et un coffre-fort plein de lingots d'or, mais ne trouve aucune trace des chips volés. La panique s'installe quand le Tafu réalise son erreur. Chang le raille en lui demandant s'il veut qu'il arrache le plancher. Humilié, le Tafu déclare qu'il est inutile de chercher plus loin et tente de filer en douce. Le système de Chang enregistre une augmentation de sa gêne. Chang l'arrête en l'agrippant par la chemise et lui rappelle leur pari sur le générateur. Se tournant vers la foule, Chang met la pression sur le gérant en sueur, lui demandant s'il compte revenir sur sa parole. Acculé, le Tafu demande à Chang de reculer et de laisser couler, mais celui-ci est impitoyable. Chang lui demande pourquoi lui n'a pas laissé couler quand il l'accusait de vol un peu plus tôt. Le système enregistre un pic d'impatience. En entendant les spectateurs se moquer de sa malhonnêteté, le Tafu perd le contrôle. Il hurle qu'il a laissé une chance à Chang et lui décoche un coup de poing, mais Chang le bloque avec une facilité déconcertante. Chang tord le poignet du commerçant. Lidafu hurle de douleur, forcé de s'agenouiller en hurlant que sa main va se casser. Le système détecte un énorme pic de douleur, et incapable de le supporter, Lidafu promet précipitamment de déplacer le générateur sur le champ. Chang le fixe froidement, lui disant de se dépêcher pendant que la température grimpe. Il souligne que sans son générateur, le Tafu va souffrir lors du rationnement d'électricité qui se prépare. Le système récompense Chang en comptabilisant encore plus de points pour l'humiliation, la douleur et la peur. Soudain, Chang remarque une notification. Son téléphone sonne, affichant le nom de Luan King. Le visage de Luan King apparaît à l'écran, furieux. Elle se plaint que des agents de recouvrement la suivent depuis 2 jours. Chang semble indifférent tandis que Luan hurle, exigeant de savoir pourquoi elle est poursuivie après avoir signé ses documents officiels lors de l'appel vidéo. Furieuse, Luan King exige des réponses, lui demandant pourquoi des membres de gangs importants en ont après elle, accusant Chang de mentir et de feindre d'avoir le cœur brisé. Chang traverse l'appartement et lui demande pourquoi elle ne lui fait pas confiance après tout ce qu'il a sacrifié pour elle, jouant le rôle de l'homme profondément blessé. Intérieurement, il esquisse un léger sourire. Il réalise que les pervers du gang de Zhang Yanggong sont encore plus impatients de recouvrer la dette qu'ils ne le pensaient. Debout près du réfrigérateur, il demande d'un ton désinvolte à Luan King si le gang sait où elle habite et ce qu'ils ont dit. Stressé, se rongeant le pouce, Luan King répond qu'ils ne connaissent pas son adresse car elle a fait des détours. Elle avertit Chang de ne pas jouer à ces petits jeux avec elle. Chang lui dit calmement de ne pas trop y penser, suggérant qu'elle a peut-être confondu de simples inconnus avec des membres de gang. Pendant ce temps, Chang reste au frais dans sa pièce climatisée, où un repas de luxe composé de saumon grillé avec de la salade et un soda bien frais l'attend. Contrairement à la chaleur écrasante de l'extérieur, l'expression de Luan King passe de la colère au choc lorsqu'elle aperçoit la nourriture sur la table via la caméra, n'en croyant pas ses yeux. Elle lui demande comment il peut encore avoir de la nourriture aussi fraîche. Chang montre une canette de coca à la caméra, se vantant d'en avoir encore beaucoup d'autres en réserve. Intrigué, Luan King lui demande s'il a vraiment beaucoup de provisions. Assise sur le lit, son attitude change du tout au tout. Puisque les vivres se font rares, elle se demande si Chang a vraiment touché le gros lot. Chang prend une gorgée de sa boisson fraîche et la taquine, disant qu'elle devrait manger un morceau avec cette chaleur. Chang prend une bouchée de saumon frais juste devant la caméra. Luan King est stupéfaite de voir une nourriture d'une telle qualité. Dévorée par la faim, elle meurt d'envie de dévorer ce repas. Chang feint de s'inquiéter, lui demandant si elle a assez à manger tout en la regardant jouer les vulnérables. Il ment, affirmant qu'il a peur de vivre complètement seul. Flairant l'opportunité, Luan King esquisse un sourire manipulateur. Elle précise que les agents de recouvrement rôdent toujours dans les parages, adoptant un ton séducteur.
Elle demande à Chan si elle peut s'installer chez lui pour quelques jours, fumant une cigarette d'un hérotin et suggérant de lui tenir compagnie en échange de l'asile. Chan sourit tout en mangeant, se disant qu'elle a mordu à l'hameçon et se moquant de sa vénalité. Il rentre dans son jeu, lui faisant remarquer qu'elle ne l'avait jamais laissé venir chez elle auparavant. Il propose de passer la prendre ce soir quand la température baissera si elle lui donne son adresse, et Luan King balaie le passé, prétextant que la situation est exceptionnelle, puisqu'il est son copain et qu'il devrait la protéger. Elle accepte et lui envoie sa position. Chan regarde son téléphone avec une expression sombre, lui disant d'attendre. Docile chez elle, ignorant tout du piège, Luan King se détend en se moquant de Chan. Elle pense qu'il est toujours un idiot prêt à remuer la queue au moindre signe d'affection. Chan sourit devant son écran, amusé par son changement d'attitude. La femme qui se croyait autrefois supérieure livre maintenant son adresse pour une bouchée de pain. Ses pensées sont interrompues par des coups bruyants et agressifs portés à la porte d'entrée. À l'extérieur, une femme d'âge moyen accompagnée d'un petit garçon frappe, exigeant que Chan ouvre. Chan s'approche de l'entrée pour écouter. Il ouvre et tombe sur sa voisine, Tante Wang, qu'il salue avec sarcasme en lui demandant ce qu'elle veut. Tante Wang essaie de forcer le passage pour profiter de l'air frais. Elle prétend que sa clim est en panne et que le petit ne supporte plus la chaleur. Alors qu'elle invoque l'excuse du voisinage pour exiger d'entrer, Chan la repousse dehors. Pour finir, il lui rappelle l'époque où il était petit et ramassait des bouteilles avec sa mère. Elle les traitait de mendiants et demandait à la sécurité de les jeter dehors. Un flashback montre la scène cruelle où Tante Wang les a humiliés alors qu'ils fouillaient dans les poubelles. De retour au présent, Tante Wang est furieuse. Elle minimise sa cruauté passée, hurlant que ça s'est passé il y a des années et que ça n'a plus d'importance. Elle lui hurle dessus pour sa rancune et l'accuse de manquer de compassion. Chan approuve sarcastiquement, précisant que même s'il n'a aucune compassion, il a la climatisation. Chan lui claque la porte au nez. À l'extérieur, Tante Wang tambourine à la porte, folle de rage. Elle hurle des insultes, crachant qu'il a bien mérité la mort prématurée de ses parents à cause de son ingratitude. Sa fureur active le système de Chan, qui détecte des pics d'émotions négatives classées comme de la colère. À l'intérieur, Chan reste immobile dans le noir. Il garde le silence avec une expression indifférente, ignorant les insultes. Il s'approche de la table et remplace la carte SIM de son téléphone pour garantir son anonymat sur l'ordinateur. Il appelle un contact enregistré sous le nom de Gangre. Chan l'informe qu'il a l'adresse de Luan King. Il envoie sa position en insistant sur le fait qu'elle vit seule et qu'elle est facile à attraper, pendant que lui reste en sécurité dans sa forteresse. Il se dirige vers le balcon en contemplant la ville. Il prononce le nom de Luan King et déclare que le spectacle va commencer. Pendant ce temps, Luan King s'admire dans le miroir, persuadée qu'elle va bientôt emménager dans le confort climatisé de la forteresse de Chan. Assise sur le bord de son lit, elle se perd dans ses fantasmes de grandeur, imaginant Chan à genoux pour la servir, convaincue qu'une vie luxueuse et sans souci est la seule chose digne d'elle. Complètement détendue, elle s'allonge et allume une cigarette en attendant Chan. Soudain, on frappe à la porte, elle suppose que son idiot est arrivé. Elle se précipite avec un sourire de façade, ouvre la porte et se moque aussitôt de son visiteur, trop pressé de lui plaire à son goût. Cependant, son sourire s'efface instantanément, remplacé par une expression de choc et de pure horreur. Au lieu de Chan, elle tombe sur le chef mafieux Zhang Yang et ses hommes. Terrifiée, elle balbutie, demandant comment ils l'ont trouvé. Zhang Yang la gifle sans pitié, lui rappelant que l'argent dû au Gangre doit être remboursé aujourd'hui. Luan King s'effondre au sol, paniqué. Elle hurle que c'est Chan qui a emprunté l'argent et l'a piégé pour signer les papiers, les suppliant de le retrouver. Indifférent à ses pleurnicheries, Zhang Yang brandit le contrat et hurle que puisqu'elle a signé, elle est responsable de la dette. Le chef mafieux ordonne à ses hommes de fouiller l'appartement et de rafler tout ce qui a de la valeur. Tandis que les hommes de main embarquent les meubles, Luan King, désespéré, leur hurle d'arrêter. Elle insiste sur le fait qu'elle appelle Chan, et qu'il va vite arriver pour payer. Cependant, Zhang Yang s'installe nonchalamment sur le canapé, empilant ses sacs de luxe et ses bijoux sur la table, et Luan King se tient devant lui, terrifié, pendant qu'il examine ses affaires. Zhang Yang soulève un sac avec dédain, faisant remarquer que ses babioles ne couvrent même pas les intérêts de la dette. Avec un sourire avide, il lui rappelle que ces hommes ne se sont pas déplacés par cette chaleur pour repartir les mains vides. Il se lève, projetant son ombre imposante sur elle. Luan King recule de peur, le suppliant de ne pas approcher et insistant sur le fait que c'est Chan qui a l'argent. Zhang Yang garde son sourire cruel, savourant la situation. Paniqué, Luan King tente de négocier, révélant que Chan possède une montagne de provisions. Elle leur demande de patienter, affirmant qu'il vient la chercher incessamment sous peu. Elle compose le numéro de Chan, mais une voix automatique l'informe qu'il est injoignable. La sueur coule sur son visage. En écoutant le message, elle fixe l'écran de son téléphone, incapable de croire à cet appel sans réponse. Son visage blêmit lorsqu'elle réalise la vérité. Elle balbutie, disant que personne ne répond. Perdant le contrôle, une expression de panique absolue envahit son regard, incapable de comprendre comment une telle chose a pu arriver. Désespérée de repousser le gang, elle force un sourire tremblant, essaie de les convaincre qu'il est juste occupé et promet de rappeler immédiatement. Zhang Yonglek perd patience et lui révèle la cruelle vérité. Qu'elle est stupide de ne pas avoir compris que Chan l'avait piégé pour signer la dette afin de s'enfuir.
Luan Qing se fige, livide, réalisant qu'elle s'est fait avoir sur toute la ligne. Soudain, Zhang Yang l'attrape brutalement par les cheveux, la faisant hurler de douleur. Luan Qing essaie de sauver sa peau, hurlant qu'ils doivent retrouver Shang, car il possède des provisions inestimables. Ignorant ses cris, le boss mafieux la traîne à travers la pièce en direction de la chambre. La porte de la chambre claque avec un bruit sourd. Dehors, le téléphone détruit de Luan Qing gît sur le sol. Pendant ce temps, Shang est confortablement installé dans son refuge fortifié et climatisé, un verre de vin à la main. Il repense à Luan Qing, ravi qu'elle subisse enfin le châtiment qu'il lui a préparé. Dehors, la ville est plongée dans l'obscurité, mais son appartement brille comme un phare de lumière et de sécurité. De retour dans l'appartement de Luan Qing, l'acté est consommé. Zhang Yang est assis sur le bord du lit, torse nu et de dos. Luan Qing est recroquevillé sur le lit, en pleurs. Zhang Yang saisit une tasse de café, soudain intéressé par la supplique désespérée de Luan Qing. Il se penche, la forçant à le regarder, et exige qu'elle répète exactement quelle provision possède Shang, le souffle lourd tout en resserrant son emprise sur son cou. Luan Qing énumère frénétiquement les luxes de Shang, la climatisation, des boissons fraîches et des montagnes de nourriture. Elle pleure, affirmant qu'il a absolument tout. Elle insiste sur la quantité des provisions, espérant que cette information lui évitera d'autres souffrances. Les yeux de Zhang Yang se plissent de curiosité. Il la regarde et lui dit que même s'il ne lui reste rien, elle a désigné la bonne cible. Satisfait, Zhang Yang la repousse violemment sur le lit. Il prend conscience d'avoir déniché un gros poisson et que faire de Shang leur nouvelle cible est désormais la priorité. Il se tient devant la femme en pleurs avec un sourire avide, planifiant comment s'emparer de la forteresse de Shang. Il ordonne au gang de partir, prêt à passer à la cible suivante. La porte se ferme, laissant l'appartement silencieux et dévasté. Seul dans le noir, Luan Qing se recroqueville, couverte de bleu. Ses larmes se transforment en haine pure. Tremblante de rage, elle maudit Shaun, jurant qu'il mourra atrocement pour l'avoir trompé. Devant l'appartement de Shaun, un grand groupe de personnes trouble le silence de la nuit. Ils marchent avec des intentions hostiles, leurs pas résonnant à l'unisson. Tante Wang et son voisin perfide mènent le groupe. Elle guide le gang jusqu'à la maison de Shaun, les tentant avec sa climatisation et sa nourriture, le traitant de monstre égoïste pour ne pas avoir partagé. Le chef balafré remercie Tante Wang pour son aide, lui promettant une belle récompense une fois qu'ils auront récupéré les provisions. Folle de joie, Tante Wang appelle le chef mafieux frère Jink et le remercie de sa générosité. Elle imagine Shaun implorant pitié pendant que le gang la protège. Prête à tout pour survivre, avec un sourire malveillant, elle a hâte de voir son arrogance anéantie. Le groupe se rassemble sur le trottoir en contrebas de la forteresse de Shaun. Cependant, le chef balafré s'arrête. Il regarde le bâtiment, sentant que quelque chose cloche. Son instinct lui dit que ce garçon est mieux préparé qu'il ne l'imaginait, mais ces hommes sont moins prudents. Un voyou blond avec une batte de baseball se porte volontaire avec enthousiasme pour défoncer la porte. Ignorant le danger potentiel, le voyou crie d'attaquer et court vers l'entrée. Lorsqu'il atteint le périmètre, son pied déclenche un piège à haute tension dissimulé. Une électricité bleue le frappe, et il hurle de douleur, tremblant violemment. Le voyou tombe au sol, pris de convulsions. Le chef balafré, ne réalisant pas qu'il y a un piège, regarde avec mépris et demande pourquoi ce minable s'est figé. Un autre membre du gang va aider son compagnon. Quand il touche l'épaule du voyou, le courant électrique les frappe tous les deux. Ils crient à l'aide alors qu'un éclair illumine leur silhouette. Tante Wang et le chef balafré se figent, choqués par le système de défense terrifiant de Shang. Soudain, un haut-parleur sur le toit s'active. Le chef balafré et Tante Wang lèvent les yeux, confus. Au lieu d'une sirène, une chanson joyeuse parlant de chance et de bonheur retentit dans les haut-parleurs. La musique entraînante joue sur un ton romantique pendant que le piège continue de fonctionner. Les silhouettes des membres du gang sont illuminées par l'électricité bleue, tandis que la chanson se moque de leur sort. Réalisant le danger, le chef balafré et Tante Wang reculent, jurant de peur. À l'intérieur, le système de Shang continue de récolter des émotions négatives intenses, comme le choc et la panique des gens à l'extérieur. Shang est confortablement installé, mangeant une glace à Léo tout en regardant les écrans. Il parle dans le micro, se moquant du gang, leur souhaitant bonne chance pour être tombé dans son piège. Dehors, furieux, le chef balafré pointe son arme vers le bâtiment, hurlant à Shang de rendre l'argent. Tante Wang crie que s'il a les moyens de faire des rénovations, il peut payer ses dettes, et elle insulte son éducation. Shang répond calmement à travers les haut-parleurs. Il sourit froidement et dit que son appartement vaut 4 millions, ce qui est plus que suffisant pour couvrir les 3 500 000 qu'il a empruntés. Il les rejette, disant que la maison est le paiement. Il leur dit de chercher Luan Qing pour sa dette, car ce n'est pas son problème. Le chef balafré tremble de rage. Il sait que les provisions sont tout ce qui compte maintenant, mais l'arrogance de Shang le rend fou. Shang continue de les provoquer via l'interphone, croquant dans sa glace. Il leur conseille de partir pendant qu'il est encore de bonne humeur. Son expression devient alors glaciale, et il les avertit d'arrêter de chercher les ennuis. Sa main plane au-dessus d'un gros bouton rouge sans hésitation. Shang appuie sur le bouton. À l'extérieur, le piège libère une décharge électrique massive sur toute l'entrée, et une vision au rayon X montre leur squelette s'illuminer alors que l'électricité les frappe. Ils hurlent de douleur sous le choc incessant.
Le système de Chan enregistre des points grâce à leur douleur et leur désespoir. Quand l'électricité s'arrête, le gang est physiquement indemne, mais mentalement détruit. Ils restent là, en sueur, fixant le bâtiment avec effroi, sachant qu'ils ne peuvent pas y entrer. Le chef balafré recule, criant une dernière menace que son gang ne restera pas là, puis il s'enfuit avec ses hommes. Tante Wang est laissée derrière, le visage empli d'horreur et de haine. Elle sait que son plan d'utiliser le gang a échoué. Après la fuite du gang, le bâtiment reste imposant sous un ciel rouge sang. La chaleur intense du béton transforme le monde extérieur en une fournaise. Le lendemain, la température atteint un niveau mortel de 52 degrés Celsius. Les rues deviennent désertes, bouillonnantes sous le soleil. À l'intérieur de la forteresse, cependant, c'est totalement différent. Chan se détend sur le canapé sous la climatisation, savourant des fruits secs et se sentant rafraîchi. Une alerte info à la télé met en garde contre les conditions météorologiques extrêmes. Elle rapporte des décès dus à des coups de chaleur, et conseille à tous de rester à l'intérieur pendant qu'un avertissement rouge clignote à l'écran. Le repos de Chan est interrompu par une notification sur son téléphone. Il voit que la discussion de groupe des résidents est saturée, Tante Wang mène les attaques, lui demandant s'il est humain et l'accusant de monopoliser les provisions pendant que les autres souffrent, et un autre voisin le traite d'égoïste. D'autres messages inondent le groupe. Les résidents insistent pour que les ressources soient partagées, le traitant d'assassin pour son refus, tandis que d'autres disent qu'il meurt de chaud et exigent de l'aide. Il ne se justifie pas. Chion prend simplement une gorgée de sa boisson fraîche. Indifférent, il fait défiler calmement les messages remplis de haine avec un regard lointain. Pour lui, ces insultes sont des ressources. Son système détecte des pics massifs d'envie et de colère venant des voisins. Une notification rouge apparaît. La valeur des émotions négatives a dépassé les 1000 points, et le système commence à calculer ses récompenses. Dans son abri climatisé, Chao se tient devant le réfrigérateur ouvert, rempli de nourriture fraîche et de boissons, provoquant les voisins en souffrance. Il a un sourire en coin et prend une photo des provisions. Il poste l'image dans le groupe plaisantant sur le fait que son stock est important, et demandant qui en veut. Les voisins mordent à l'hameçon, des résidents supplient pour avoir leur part, Zhu Wang demande sans vergogne qu'on le livre à cause de ses mauvaises jambes, tandis que d'autres exigent de Léo avec arrogance. L'expression de Chion devient glaciale. Il répond qu'il ne dirige pas une œuvre de charité pour les profiteurs, et qu'il n'accepte que des échanges de valeurs équivalentes. Les supplications des voisins se transforment instantanément en fureur. Dans le groupe, Tante Wang et les autres l'insultent, le traitant d'égoïste et le maudissant. Son travail accompli, ayant récolté suffisamment d'émotions négatives, Sean s'adosse au canapé avec une pomme fraîche. Soudain, une notification du système attire son attention. Le système annonce que la valeur de ses émotions négatives a atteint 3000, débloquant l'entaille spatiale, une nouvelle compétence qui crée une faille microscopique avec une portée de 3 mètres. Intrigué, Sean active la compétence. Il se concentre sur la pomme posée sur la table. D'un mouvement rapide de la main, il libère la lame invisible, tranchant la pomme parfaitement en deux. Sean sourit, une lueur dangereuse dans les yeux, pensant que son jeu de survie vient de devenir encore plus intéressant ce soir-là. Un véhicule tout-terrain orange s'arrête brusquement dans une rue déserte de la ville. Une femme en talons au rouge en descend. C'est Luan King, portant une robe de soirée noire avec arrogance et prête à se venger. Des hommes en costume se tiennent à côté du véhicule tout-terrain, où le chef de la mafia Zhang Yang est assis, recrachant de la fumée alors qu'il allume un cigare avec un regard intense. Préparant l'attaque, Zhang Yang ordonne à ses subordonnés de confirmer s'il s'agit bien de l'adresse de Chan. Ces hommes confirment que la cible se trouve dans le bâtiment le plus profond du complexe pour asseoir leur contrôle. Zhang Yang attrape le derrière de Luan King. Il l'attire vers lui et se moque d'elle, lui demandant si son cœur lui fera mal lorsqu'elle verra son ancien amant détruit. Luan King joue le rôle de l'amante dévouée, se penchant de manière séduisante et affirmant que désormais, son cœur n'appartient qu'à lui. Elle parle de Chan avec un mépris total, le traitant de déchet inutile. Cependant, son visage se déforme de fureur, alors qu'elle jure que Chan mourra ce soir. Leur conversation est interrompue. Zhang Yanggong remarque que quelqu'un s'approche du quartier résidentiel. C'est Li Dafu, le propriétaire du supermarché, accompagné d'un autre voisin. Poussé par l'avidité, il court vers le gang pour offrir leur aide et bloquer la fuite de Chan dans l'espoir d'obtenir des faveurs, et Zhang Yanggong regarde les voisins désespérés avant de conclure un marché. S'il aide à capturer Chan, il partagera une partie des provisions avec eux. Li Dafu, se croyant à l'abri, guide le gang avec enthousiasme, appelant le chef de la mafia grand frère et promettant un raccourci. Pendant ce temps, d'autres voisins pillent des provisions dans la rue, inconscients du danger qui les guette. Le gang, mené par Zhang Yanggong et Luan King, suit Li Dafu tandis qu'il explique la configuration du complexe. Cependant, quand Li Dafu montre sa propre maison pour prouver sa loyauté, un voyou aux cheveux roux déclare froidement que chaque bâtiment leur appartient désormais. La panique s'installe. Tante Wang et les autres voisins hurlent en réalisant que le gang a l'intention de tout prendre, même à ceux qui les ont aidés. La mafia ne montre aucune pitié, tabassant les voisins et les laissant pour morts sur le sol. Ils regrettent amèrement d'avoir cru ces bêtes féroces par avidité. Les voisins maîtrisés, Zhang Yanggong, Luan King et ses hommes de main se préparent à avancer vers leur cible principale. Ils se rassemblent au pied du bâtiment de Chan, levant les yeux vers les murs immenses. Soudain, un fauteuil massif tombe d'en haut,
s'écrasant violemment sur l'asphalte. Devant le gang stupéfait, Chang apparaît, calmement assis dans le fauteuil. Il mange un steak, totalement indifférent à l'armée qui se tient à sa porte. Il regarde la mafia et demande avec un léger sourire s'ils sont tous là pour lui. Zhang Yanggong enlace Luan Qing et hurle vers le haut, proférant des menaces de mort et exigeant les provisions en échange de quoi il laissera le corps de Chang intact. Chang ignore la menace, se contentant de s'essuyer la bouche avec une serviette. Ses yeux brillent d'une lueur écarlate menaçante alors qu'il fixe le chef de la mafia, le réprimandant pour avoir grossièrement interrompu son repas. Les yeux de Zhang Yanggong s'écarquillent, choqué par son attitude. Rongé par une fureur arrogante, Zhang Yanggong pointe le bâtiment du doigt et ordonne à ses hommes de mutiler Chang. La confrontation se transforme en véritable combat de rue. Chang se faufile à travers le gang, esquivant un coup de poing avec aisance. Concentré, il fonce vers le groupe, attrape un voyou par la tête et le fracasse brutalement contre le sol. Un voyou musclé avec une crête iroquoise bondit dans les airs, faisant tournoyer un fléau d'arme à pointe. Chang anticipe l'attaque, esquive à la dernière seconde alors que l'arme percute l'asphalte, et contre-attaque avec un puissant coup de pied dans la mâchoire du voyou. Voyant ses compagnons tomber, un autre membre du gang sort une hache. Il charge avec un coup mortel, mais Chang reste calme, activant sa capacité de découpe spatiale pour intercepter la lame. Soudain, le combat est interrompu lorsqu'un cylindre jaune tombe juste devant Zhang Yanggong, près de Luan Qing. Il explose instantanément, remplissant la rue d'un immense nuage de fumée blanche. Toussiotant, Zhang Yanggong réalise qu'il s'agit de gaz lacrymogène. Craignant un piège d'un complice caché, il ordonne à son gang de battre en retraite. Immédiatement, au milieu de l'épaisse fumée, Chang esquive nonchalamment un dernier coup de hache porté à l'aveugle. Il aperçoit une silhouette appuyée contre un bâtiment. L'inconnu commente le chaos provoqué par Chang, mais admet que ses talents de combattant sont impressionnants. Chang regarde l'homme avec méfiance, exigeant de savoir pourquoi il est là. La silhouette s'avance, révélant Mukong, le trafiquant d'armes à la chemise à fleurs, en train de faire sauter une cartouche de gaz dans sa main. Il demande si Chang est toujours intéressé par des armes, affirmant posséder de la marchandise de qualité. Mukong jette un regard envieux à la glacière de Chang. Impressionné par le fait qu'il ait de l'eau fraîche par cette chaleur, Chang lui tend une bouteille d'eau, mais lui demande pourquoi il est si loin de son propre territoire. Mukong explique qu'un rival, Ling Feng, lui vole ses affaires et qu'il pistait ses hommes. Il admet qu'il a suivi les rivaux jusqu'ici et a été surpris par les vastes réserves de Chang, supposant qu'il dispose de réseaux d'approvisionnement spéciaux. À ces mots, les yeux de Chang se plissent de méfiance, et il se retourne brusquement, exigeant de savoir ce que Mukong sous-entend. Mukong le rassure rapidement, précisant qu'il souhaite lui proposer un partenariat et non s'immiscer dans ses affaires. Il révèle que Ling Feng possède un énorme stock d'eau purifiée, suggérant que Chang le vole, le stock, et que lui, Mukong, se chargera de le vendre. Chang pèse le pour et le contre dans l'obscurité, conscient que la hausse des températures rendra les eaux plus précieuses que l'argent. Il accepte de coopérer, laissant Mukong complètement sous le choc. Chang exige une répartition des bénéfices de 9 pour 1. Scandalisé, Mukong s'écrie que c'est du vol pur et simple. Le système informe Chang qu'il a récolté une puissante émotion de choc. Impassible, Chang tourne les talons pour partir, déclarant qu'il n'y a plus rien à discuter. Face au refus de Chang, Mukong, désespéré, ravale sa fierté et s'agrippe à la jambe de Chang, suppliant pour un partage de 8 pour 2, juste de quoi survivre. Les larmes aux yeux, Mukong comprend que Chang ne cédera pas et qu'il doit détenir un atout redoutable. Satisfait de sa domination, Chang prend une gorgée de sa boisson et accepte le partage de 8 pour 2. Cependant, il ajoute une condition. Il aura le premier choix sur toutes les futures marchandises, et Mukong vendra ce qu'il en restera. Résigné, Mukong pousse un soupir et accepte. Chang prend les commandes, ordonnant à Mukong de commencer par repérer les lieux et les effectifs de la cible. Plus tard, les deux hommes observent un immense complexe industriel. Mukong explique qu'il s'agit du repère de Ling Feng, dont la façade sert au commerce de ressources. L'endroit est lourdement gardé, avec des hommes armés de fusils à pompe qui patrouillent. Mukong dévoile le côté plus sombre du repère, montrant du doigt des femmes captives utilisées pour offrir des services spéciaux au chef. Un garde surveille une femme, Luan Qing, qui est désormais prisonnière. Après sa trahison, elle semble terrifiée, sans défense, et porte une robe rouge. Mukong indique la zone de stockage d'eau à l'arrière, mais avoue ne pas avoir localisé la citerne exacte. Chang expose son plan. Il ira faire des repérages seul, et à son signal, Mukong devra créer une diversion. Mukong se demande comment il va bien pouvoir déplacer toute cette eau à lui seul. Ignorant ses doutes, Chang saute du poste d'observation en direction des conteneurs de fret patrouillés par les gardes en contrebas. Une fois au sol, Chang se déplace avec assurance à travers l'installation, vêtu de vêtements sombres. Cependant, il tombe très vite nez à nez avec un garde qui l'interpelle, remarquant son visage inconnu et exigeant une pièce d'identité. Chang lui montre calmement une carte, affirmant que le chef Ling Feng l'a envoyé inspecter les réserves d'eau. Le garde ne se laisse pas berner. Il ricane, pointe son fusil à pompe dans le dos de Chang et se moque de cette ruse puérile. Le système enregistre le mépris du garde, ajoutant des points pour Chang. Chang Chao décide que sa découpe spatiale ne sert pas qu'à éplucher des fruits. Froidement, il pose sa main sur l'épaule du garde,
et fait soudainement glisser la carte d'identité imprégnée de son pouvoir spatial. Le plastique devient aussi tranchant qu'une lame, tranchant net la gorge du garde. Il s'effondre instantanément, sans même comprendre ce qui lui arrive, alors que le sang jaillit de sa blessure fatale. Un autre garde assiste à cette scène macabre. Le système de chant enregistre une vague de terreur et de douleur émanant de la victime. Submergé par le choc, le garde dégaine son pistolet, hurle de panique et braque son arme sur le meurtrier de son partenaire. Il ouvre le feu, le flash du canon illuminant le site industriel plongé dans l'obscurité, mais Shang Shao se déplace avec une agilité surhumaine, esquivant les balles avec une facilité déconcertante. Il riposte avec une découpe spatiale à longue distance. Le garde continue de tirer, mais il ne fait pas le poids face à la lame invisible qui le tranche en deux en plein mouvement. Le système notifie Shang qu'il a récolté d'énormes points de peur et de désespoir. Les coups de feu résonnent à travers l'enceinte, suivis d'un lourd silence. Des renforts se précipitent sur les lieux, dont un garde armé d'un lance-roquettes. En infériorité numérique, Shang se fond dans les ombres contre un mur de béton. Il reste immobile tandis que les gardes paniqués passent en courant sans le remarquer. Alors que Shang se cache, une main pâle surgit soudainement des ténèbres derrière lui. Il se fige sous le choc. Réalisant que quelqu'un a découvert sa cachette, le chaos s'empare du complexe. Les gardes sécurisent la zone autour des énormes cuves chimiques, traquant l'intrus. Des silhouettes armées patrouillent entre les bâtiments en tôle ondulée, armes pointées, à la recherche de l'assassin. La silhouette dans l'ombre est Liu. Elle porte un doigt à ses lèvres, lui faisant signe de garder le silence. Elle s'accroupit derrière un entrepôt. Bei-Chan lui demande ce qu'elle fait là. Elle explique tristement que le gang l'a capturée et suppose qu'il l'a été aussi. Elle a l'air ébouriffée et désespérée, agenouillée sur le sol. Shang lui demande si elle sait où se trouve Léo. Elle hoche la tête, expliquant qu'en travaillant et en nettoyant, elle a appris la disposition des lieux, et propose de le guider tout en créant une diversion. Liu lance un seau en métal dans la cour, qui atterrit en faisant un grand bruit. Les gardes, y compris celui avec le lance-roquettes, se tournent vers le bruit, criant qu'ils ont trouvé quelqu'un et courent vers le seau vide. Profitant de l'occasion, Liu conduit Zen à travers une ruelle étroite. Chuchotant que cet itinéraire n'a pas de caméra de surveillance, Liu guide rapidement Shang à travers des ruelles sales. Infesté de rats pour éviter la diversion, il s'arrête devant une grande porte en métal, et Shang lui dit de se cacher et d'attendre son retour. Il active sa capacité spatiale, invoquant le vortex noir dans ses mains. Il concentre son énergie, se préparant à briser le mur d'une frappe puissante. Il lance un coup de poing direct sur la structure. L'impact massif fracasse le mur de briques, faisant voler des débris partout alors qu'il entre. Un garde en patrouille est surpris par l'explosion. Il recule en titubant, regardant autour de lui, confus, terrifié et en sueur. Il saisit son arme et crie, exigeant de savoir qui est là. Shang franchit l'ouverture avec ses yeux brillants d'un rouge terrifiant. Sans hésitation, il lance une coupure spatiale mortelle. L'attaque instantanée et précise tranche le cou du garde avant qu'il ne puisse presser la détente. Alors que le garde meurt, le système notifie Shang. Il a récolté d'énormes points de choc, de peur et de douleur. Regardant depuis sa cachette, Liu commence à s'inquiéter. Elle sent que Shang est à l'intérieur depuis trop longtemps et se demande s'il lui est arrivé quelque chose. Elle est très anxieuse et espère seulement qu'il va bien. Mais quand elle regarde prudemment à l'intérieur, elle est complètement horrifiée. L'endroit est consumé par la destruction et elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Tout a été dévasté. Soudain, elle remarque une silhouette marchant vers elle, émergeant des décombres. Prise de panique, elle commence à crier et se prépare à attaquer. Puis elle réalise que ce n'est que Shang. Il dit calmement que tout a déjà été résolu et qu'il devrait partir. Puis il se retourne immédiatement et commence à s'éloigner. Ensuite, il sort une arme, la pointe vers le haut et tire un seul coup. La balle explose dans les airs. Liu est surprise par le bruit, mais Shang se met à rire car il sait exactement ce qu'il vient de faire. Pendant ce temps, à l'extérieur, Wukong voit le signal dans le ciel et comprend immédiatement. Il commente que Shang Zhao est vraiment impressionnant et semble sincèrement surpris. Puis il commence sa partie du plan de destruction. Il jette plusieurs bouteilles incendiaires préparées au sol, semant le chaos et des explosions partout. Toute la zone est rapidement engloutie par les flammes. Les gens commencent à crier à cause du feu et courent désespérément pour essayer de l'éteindre. Exactement comme prévu, tout le monde est complètement distrait par le chaos. Avec le feu qui se propage, Shang et Lu se déplacent facilement vers d'autres zones. Lu indique le chemin, expliquant que la ruelle droit devant les mènera aux environs de la porte sud tout en continuant d'avancer. Soudain, une autre femme accourt par derrière et interpelle Shang, le suppliant de l'emmener avec eux. C'est Luan Qing. Chandra la reconnaît immédiatement. Elle le supplie encore, disant qu'ils ont été amants autrefois, et lui demande de l'emmener en raison de leur relation passée. Elle s'approche et promet que s'il la sort de cet endroit, elle ne lui reprochera même pas d'avoir utilisé son nom pour contracter des prêts par le passé. Shang répond froidement, disant qu'elle ne comprend vraiment pas la situation. En entendant son ton, Luan Qing s'effondre et se met à pleurer. Elle sanglote, disant que le gang la force à travailler tous les jours pour servir de vieux hommes, et explique que si elle résiste, ils la battent. Si elle essaie de s'échapper, ils la capturent et la ramènent de force. Elle pleure, disant qu'elle n'a nulle part où aller et supplie Shang de la laisser vivre avec lui, promettant de faire absolument tout ce qu'il voudra. Shang la dévisage, se souvenant de tout ce qu'elle a fait.
Il lui demande si elle a déjà pensé à ce jour, quand elle se moquait de lui parce qu'il était pauvre, le traitait de stupide, couchait avec de vieux hommes dans son dos, et a même conduit Han Feng à lui pour tenter de le tuer. En voyant cela, Luan Qing est vraiment terrifié. À cet instant, elle réalise enfin que tout ce qu'elle a fait est complètement impardonnable. Shang réfléchit encore plus profondément. Il se souvient de sa vie passée et se demande si, lorsqu'elle l'a démembré à l'époque, elle aurait jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. Elle lui a fait beaucoup trop de choses horribles, et il n'y a aucun moyen de lui pardonner, peu importe ce qu'elle dit. Maintenant, il se force à garder ses émotions sous contrôle, car il ne peut pas permettre à l'histoire de se répéter. Shang la repousse froidement et lui dit que son jeu d'actrice est toujours aussi mauvais. Puis il se tourne vers Luo et dit qu'ils doivent continuer. Luo regarde Luan Qing, allongé sur le sol, et en silence, espère qu'elle en tirera une leçon et ne deviendra plus jamais quelqu'un comme ça. À ce moment-là, Luan Qing perd complètement la tête. Elle hurle que si Jie ne la laisse pas vivre, alors elle ne laissera personne en paix non plus. Immédiatement, une notification du système apparaît, détectant une intense émotion négative de haine, plus 999. Le nombre grimpe en flèche. Peu de temps après leur départ, le boss de la zone arrive. La première chose qu'il demande concerne Léo, hurlant pour savoir si sa réserve est en sécurité, puisque c'est la chose la plus précieuse qu'il possède. Quand ces hommes ouvrent la porte et voient les dégâts à l'intérieur, leur cœur se serre, il ne reste absolument rien. Puis ils remarquent des mots écrits sur le mur, il est clairement écrit que Léo du chef Zhang Yang a été prise, et que la prochaine fois, ce sera sa vie. Zhang Yang perd complètement la raison. Il hurle de fureur, exigeant de savoir qui a fait ça. C'est au-delà de la rage. À cet instant, Luan Qing parle depuis le sol. Elle dit au chef Zhang Yanggong que c'était Shang Zhao. Elle ment, prétendant qu'elle a essayé de l'arrêter, mais que Shang l'a blessé et a insulté Zhang Yanggong, le traitant de déchet. Elle s'accroche à Zhang Yang, le manipulant délibérément, disant que Shang a affirmé que Zhang Yanggong n'était pas digne de posséder une telle ressource. Elle continue de jeter de l'huile sur le feu, avertissant que Shang a l'intention de tous les achever. En entendant cela, la rage de Zhang Yanggong explose calmement. Il ordonne à tout le monde de le suivre à la porte sud pour massacrer Shang Hao. Une émotion massive se répand dans tout le camp lorsque l'ordre de les traquer est donné. Shang et Mukong remarquent immédiatement le mouvement. Shang commente, comprenant clairement qu'ils sont poursuivis, puisque toute la force ennemie se rassemble derrière le chef. Shang murmure calmement que le chef Zhang a agi plus vite que prévu. Malgré cela, il est déjà préparé. Zhang pointe vers l'avant et hurle l'ordre de le capturer. Tous ceux derrière lui avancent avec une rage totalement incontrôlable, mais cela finit par donner l'avantage à Shang. Il reste calme et jette nonchalamment une torche au sol devant eux, créant instantanément un énorme mur de feu. Le groupe est forcé de s'arrêter, piégé derrière les flammes. Le chef hurle à travers le feu qu'il s'assurera de la fin de Shang dès que ce sera terminé. Une notification apparaît, détectant une intense émotion négative de haine, plus 999. Il y a maintenant 2 personnes dont la haine envers Shang a atteint le niveau maximum. Shang, cependant, reste détendu. Il remercie sarcastiquement le chef xanien, soulignant qu'il acceptera volontiers ses points d'émotion pour devenir plus fort et en gagner encore plus à l'avenir. Puis une autre notification apparaît. Boum. Les points d'émotion négative atteignent 3000. Nouvelle compétence débloquée, barrière spatiale, à l'intérieur du douillet refuge. Shang est occupé à organiser une petite fête. Mukong rit aux éclats en disant que ce qui s'est passé tout à l'heure était absolument incroyable. Il parie que ce vieux chien de Xianyang est sûrement en train de détruire son propre territoire de rage en ce moment même. Il s'asseye autour de la table pour savourer une variété de plats atrocement délicieux. Il festoie sans la moindre inquiétude, ignorant complètement la vague de chaleur mortelle qui fait rage à l'extérieur. La nourriture a l'air si incroyable que rien que de la regarder donnerait envie à n'importe qui de se joindre à eux. C'est le genre de banquet dans lequel on veut plonger immédiatement, mais malheureusement, à moins d'y être, on ne peut qu'en imaginer le goût. En voyant tout ça, elle remercie sincèrement Shang, disant que s'il ne l'avait pas sauvée, elle ne sait pas combien de temps encore elle serait restée piégée dans cet enfer. Elle est extrêmement reconnaissante et se sent prête à tout pour le rembourser. Elle propose même de s'occuper de la cuisine, disant qu'elle sait préparer toutes sortes de plats et qu'elle veut juste le rendre heureux. Comme elle sait que les hommes adorent généralement un bon repas fait maison, Jie sourit chaleureusement et lui rappelle qu'ils sont d'anciens camarades de classe, donc il n'y a pas besoin de tant de formalités. Il comprend sa gratitude, mais il veut avant tout qu'elle se détende, se sente en sécurité et prenne son temps. Pendant qu'elle est là, Liu insiste sur le fait qu'elle n'est pas seulement polie. Elle explique qu'il lui donne l'impression qu'il y a encore des gens dans ce monde à qui l'on peut faire confiance. Mukong se joint alors à la conversation, ajoutant que toute cette scène du héros sauvant la demoiselle était aussi plutôt impressionnante. Il plaisante et demande à Shang de raconter les détails, voulant savoir exactement comment il a réussi à faire ça. Il n'arrive toujours pas à croire que Shang ait vidé un réservoir entier à lui tout seul et se demande s'il a utilisé une sorte de magie de dingue. Pendant un bref instant, le silence s'installe dans la pièce. Shang répond simplement qu'il a ses propres méthodes. Il dit à Mukong qu'au lieu de se soucier du comment, il devrait plutôt se concentrer pour trouver un moyen de vendre toute cette eau en toute sécurité. En entendant cela, Mukong se fige une seconde, réalisant que Shang a raison. Vendre une telle quantité d'eau sans révéler d'où elle vient ne sera pas du tout facile.
puis il interroge nonchalamment Liu sur sa vie après le collège, mentionnant qu'il n'a plus jamais eu de ses nouvelles après l'obtention de leur diplôme. Liu hésite un instant, puis explique que sa famille a traversé de graves problèmes juste après l'obtention du diplôme. Elle ajoute que ses parents ont disparu. Pendant qu'elle parle, de mauvais souvenirs la submergent et elle commence à sentir la panique remonter. Malgré tout, elle affronte sa peur, sachant que Chang mérite de connaître la vérité. Mais juste au moment où elle parle, des flammes commencent soudainement à s'élever autour du périmètre. Ils ne croient pas leurs yeux. Moken regarde par la fenêtre et s'écrie que tout l'endroit est en feu. L'incendie est complètement hors de contrôle. Il est évident que les gens qui ont perdu leur réserve d'eau veulent soit la récupérer, soit tout détruire. Alors que les flammes explosent violemment, Chang, Nukun, Dan et Lu restent debout, le regard choqué tourné vers l'extérieur. L'incendie est gigantesque. Au milieu du chaos, ils peuvent voir des gens à l'extérieur souffrir de la chaleur. L'un d'eux tient un enfant, hurlant désespérément à l'aide, suppliant quelqu'un de sauver les enfants. Nukun réalise soudain ce qui se passe. Il dit que le professeur Lin doit être derrière ça et se demande si cet enfoiré essaie vraiment de brûler tout le monde vif. Lu demande avec anxiété s'il devrait sortir et faire quelque chose. Chang, cependant, reste pensif. Il réalise que Lu essaie d'utiliser la morale et des vies innocentes comme un piège pour l'attirer dehors. Il trouve ça inutile, car il a laissé derrière lui depuis longtemps la bonne personne naïve de sa vie passée. Celle qui a été étranglée à mort juste pour avoir essayé de sauver tout le monde dehors. Zhang Yang hurle à Chang de sortir. Il menace de réduire toute la zone en cendres si Chang n'apparaît pas, juste pour voir combien de temps durera la soi-disant carapace de tortue en fer de Chang. L'un des subordonnés de Xan Yang le flatte rapidement, disant que le chef est toujours aussi sage. Il ajoute que si le feu continue de se propager, même si les gens à l'intérieur ne meurent pas brûlés, la fumée finira certainement par les achever. Zhang Yang savoure le spectacle. À mesure que le feu s'agrandit, son humeur s'améliore de plus en plus. Dans son esprit, il se dit que c'est exactement ce qui arrive quand quelqu'un ose le défier. Les flammes continuent de monter, les bâtiments voisins commencent à s'effondrer, et cela alimente encore plus l'incendie autour de l'abri. Ma Kong commence à paniquer. Il dit qu'ils ne peuvent pas simplement rester à l'intérieur. Il prévient que la chaleur va se propager à travers les murs, et même s'ils ne brûlent pas, ils finiront rôtis vifs ou étouffés par le manque d'oxygène. Chang se contente de sourire calmement. Il a déjà un plan. Il se dit que dans une apocalypse à haute température, il ne serait jamais assez stupide pour oublier d'installer un système de protection incendie de haut niveau dans son abri sécurisé. Il s'est préparé exactement pour ce scénario il y a longtemps. Il garde même de vieux PC au hasard qui font tourner des logiciels de défense, utilisant chaque élément technologique dont il dispose. Puis, calmement, il appuie sur un bouton rouge de sa console. Normalement, quand quelqu'un appuie sur un gros bouton rouge, c'est que les choses sont sur le point de très mal tourner, mais cette fois-ci, c'est tout le contraire. À l'extérieur, des dispositifs dissimulés s'activent et commencent immédiatement à tirer des grenades anti-incendie. Elles fonctionnent comme de gros extincteurs, libérant une énorme fumée extinctrice dans toute la zone. À mesure que la fumée blanche se propage, les flammes diminuent rapidement. Nukong reste là, incrédule, complètement abasourdi par la scène, et s'écrie « Bon sang, c'est à base de gel et à l'échelle nanométrique ». Il n'arrive pas à croire que Chang ait réussi à mettre la main sur un truc pareil. Il dit que c'est du niveau purement militaire et demande si Chang a braqué une base de l'armée ou quelque chose comme ça. Liu est également sous le choc en voyant le feu disparaître sous ses yeux. Alors que l'incendie est maîtrisé, le chef à l'extérieur devient de plus en plus frustré. Il ricane et déclare que ce n'est rien d'autre qu'une lutte désespérée avant la mort. Malgré cela, il agit comme s'il s'était préparé à cette éventualité. Soudain, l'un des hommes à proximité tente de lancer une attaque surprise contre Sanguin, le pensant distrait. L'homme frappe de toutes ses forces, mais c'est inutile. Le chef est beaucoup plus fort. Il vainc l'attaquant facilement et ordonne à tout le monde de continuer à attaquer. Il dit qu'il ne croit pas que la technologie de pacotille de Chang durera éternellement. Il est prêt à faire durer ça. L'homme à ses côtés panique et bégaie, disant au chef que le carburant est presque épuisé. Il fait remarquer que la brume blanche qui s'échappe de la maison est trop efficace. À ce moment-là, la voix de Chang résonne de l'intérieur de l'abri. Il demande nonchalamment au chef Zhang Yangan s'il a fini de jouer avec le feu, et plaisante en demandant s'il ne veut pas entrer prendre un verre d'eau fraîche pour se rafraîchir. Juste après cette provocation, une notification apparaît devant Chang, forte émotion négative détectée. Colère plus 888. Les gens à l'extérieur, qui semblaient apprécier le spectacle du feu, sont maintenant complètement déçus. Les flammes s'éteignant, il n'y a plus rien à regarder. Dans son esprit, le chef change d'approche. Il décide que simplement tuer Chang, ce serait scène tirée à trop bon compte. Il réalise que cette maison est ignifuge, résistante et complètement autosuffisante. C'est l'abri parfait. Maintenant, il le veut pour lui-même. La force brute n'a pas fonctionné. Les attaques par le feu ont échoué. Il décide donc qu'il n'y a plus aucune raison de se retenir. Il se dit que puisque les choses en sont arrivées là, personne ne devrait lui reprocher d'arracher le dernier vestige de civilité qui lui reste. Tandis qu'il regarde les civils innocents à proximité, un air de pure terreur se répand sur leur visage, et Chang comprend exactement ce qui est sur le point de se produire, mais il est déjà préparé à toute éventualité. Avec le feu qui brûle tout près,
Le chef Xan Yang hurle à Shang de sortir immédiatement et de regarder tous ces gens qui souffrent. À cause de cela, une femme âgée se met à pleurer et à crier après Shang, le traitant de sale gosse. Elle lui reproche d'avoir offensé Shang Yang et d'avoir entraîné tout le monde à sa perte, en exigeant qu'il sorte. Pendant ce temps, un autre homme hurle que Zhang Yang est un salaud, déclarant que s'il faut en arriver là, ils vont sortir et se battre à mort. Shang se dit que se servir de la vie des autres pour le menacer est la plus vieille ruse du monde. Malheureusement, dans ce monde, avoir le cœur sur la main revient à se suicider. Zhang Yang se moque de lui, disant que si Shang veut se cacher comme un lâche, très bien, il commencera par ce vieil homme. Puis il attrape le vieil homme qui tremble et pleure de peur. Soudain, une voix crie que le professeur Lin Feng connaîtra une mort atroce pour avoir fait ça. En entendant cette voix et en voyant ce qui se passe, Shang reconnaît immédiatement Papi Wang. Il se souvient que ce vieil homme lui a un jour donné de l'éau et lui a dit de survivre, en affirmant que tant qu'il serait en vie, il y aurait toujours de l'espoir. Ce souvenir éveille enfin une véritable colère chez Shang. Il se retourne et dit à Mukong de rester à l'intérieur et de se protéger. Puis il déclare qu'il va régler ses comptes avec le chef Zhang Yang. Les autres le regardent sous le choc, mais ils comprennent aussi. Alors que Shang sort, il s'avance dans une mer de flammes. Il dit calmement à Zhang Yang que leur rancœur ne regarde que d'eux et n'ont rien à voir avec les autres. Zhang Yang tient toujours le vieillard par le col avec une torche enflammée à la main, tout en écoutant les mots de Shang. Il jette le vieil homme de côté et se moque de Shang, disant qu'il a enfin décidé de sortir de sa coquille. Il demande si Shang veut jouer au héros, puis expose ses conditions, rendre l'argent, livrer Léo et sacrifier sa propre vie. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourrait envisager d'épargner les autres. Shang répond froidement qu'il n'a aucune envie de jouer au héros. Les deux hommes se dévisagent intensément. Puis Shang lève la main et pointe du doigt vers l'avant. Il dit que se battre et tuer sont des choses ennuyeuses, qui ne font que nuire à son propre karma. Il ajoute avoir entendu dire que Zhang Yang avait commencé par diriger un casino, alors pourquoi ne pas régler ça de la manière que Zhang Yang connaît le mieux? Il propose un pari. Si Xan Yang gagne, tout ce que possède Shang lui appartiendra. Si Shang gagne, Xan Yang devra relâcher Papi Wang et quitter les lieux. Le chef Xan Yang éclate de rire et accepte immédiatement. Il jette un jeu de dés et dit qu'ils vont parier sur celui qui obtiendra le chiffre le plus élevé, une seule manche pour décider de la vie ou de la mort. Shang les prend rapidement et déclare calmement qu'il parie gros. Il ajoute qu'un affrontement digne du dieu des joueurs est sur le point de commencer. Les deux adversaires ajustent leur posture un instant. On se croirait dans un casino et non sur un champ de bataille en flammes. Ils crient de toute leur force en commençant à secouer les dés. L'appareil est activé et les dés à l'intérieur se mettent à tourner frénétiquement. Et pendant que les dés roulent, tout le monde autour commence à acclamer le chef, hurlant que le chef Xan Yang va certainement gagner. Le chef Xan Yang a l'air extrêmement confiant. Quand les dés s'arrêtent, il éclate de rire. Il annonce fièrement 36, un lancer suprême, et déclare que Shang a perdu. Shang semble rester d'un calme imperturbable et lui dit de ne pas s'emballer, affirmant que le vainqueur n'a pas encore été désigné. Puis il utilise secrètement une ruse pour manipuler les dés. Il tranche les dés avec précision et fait remarquer avec désinvolture que les dés du chef Xan Yang ne semblent pas être de bonne qualité. Tout le monde panique en voyant les dés coupés en deux. Quelqu'un crie que le total fait 21, ce qui surpasse le soi-disant lancer suprême. Shang déclare que le chef Shang a perdu et lui ordonne de relâcher le vieil homme. Le chef Xan Yang Gang devient furieux. Il accuse Shang de tricherie et se jette immédiatement sur lui. Une notification apparaît, émotion négative intense détectée, colère et extraction Saint-Sens. Le chef Shang charge avec un couteau, maudissant Shang et lui hurlant de mourir, les gens autour paniquent et se dispersent. Shang reste cependant serein, il pense que c'est le moment idéal pour tester sa nouvelle capacité. Quand le chef Shang se jette sur lui, Shang esquive facilement puis lance l'appareil à dés à toute vitesse, ce qui surprend le chef Shang. L'objet percute le sol, soulevant un nuage de fumée et de débris. Tout le monde s'enfuit en panique, demandant si le chef va bien. Alors que la fumée se propage, le chef Zhang Yang Gang tousse et dit qu'il va bien. Il ordonne à deux hommes d'aller chercher Shang. Quand la fumée se dissipe, le chef Zhang Yang Gang aperçoit Shang droit devant. Il le pointe du doigt et ordonne à tout le monde de l'abattre. Les hommes de main ouvrent immédiatement le feu, tirant dans tous les sens et criant d'excitation, impatients de tuer Shang. Le chef Zhang Yang Gang exige un rapport, mais avant que quiconque ne réponde, une attaque foudroyante surgit et abat un homme de main qui se trouvait juste devant lui. Le chef Zhang Yang Gang est sous le choc quand la fumée se dissipe enfin. Shang apparaît, se tenant là complètement indemne. Le chef Zhang Yang Gang sort un énorme lance-roquette, hurlant que peu importe la force de Shang, il est impossible d'esquiver ça, et il dit à Shang de courir en tirant la roquette. À l'instant même où le projectile est lancé, le chef hurle que tout ce que Shang possède sera à lui. À ce moment-là, une notification apparaît, barrière spatiale activée. La barrière enveloppe instantanément le corps de Shang, le protégeant. La barrière absorbe l'intégralité de l'impact de l'explosion et bloque complètement l'attaque. Le chef Zhang Yang Gang commence à paniquer. La sueur coule sur son visage alors qu'il se demande ce qu'il se passe. Il n'arrive pas à croire que Shang ait pu bloquer un missile. Il commence à se dire que ce type est tout bonnement imbattable. Shang sourit d'un air narquois et dit au chef Zhang Yang Gang que perdre devant autant de monde doit être difficile. Il demande si Zhang Yang Gang a l'intention de revenir sur leur pari. Tout en parlant, Shang découpe nonchalamment le missile en plusieurs morceaux avec quelques frappes.
puis il commence à avancer lentement. En voyant Shang s'approcher, le chef ressent une véritable peur pour la première fois. Shang fait remarquer que Zhang Lianggang n'a même pas un couteau convenable, et n'est pas digne de négocier. Le chef Zhang Lianggang se dit qu'il y a décidément quelque chose qui cloche avec ce type, quelque chose de très suspect. Shang dit que le chef Zhang Lianggang n'arrête pas de chercher les ennuis et de dépasser les bornes, l'heure est donc enfin venue de régler leur compte. Mais intérieurement, le chef Zhang Lianggang réfléchit à toute vitesse. Il réalise qu'ils n'ont plus de munitions et qu'un affrontement direct est une bataille perdue d'avance. Ce garçon a des capacités étranges, et son abri est une véritable mine d'or. Il décide qu'il vaudrait mieux recruter Shang et récupérer ses pertes avec les intérêts. Tout en planifiant cela, il se force à sourire, les yeux brillants et avec une expression faussement amicale. Il prétend que tout ça n'était qu'un simple malentendu. Il suggère qu'ils sont juste des amis partis du mauvais pied, et demande à Shang s'il veut conclure un marché. Le chef Zhang Lianggang demande à Shang Chu de bien écouter ce qu'il a à dire. Il l'avertit que le tuer ne ferait que laisser du sang sur les mains de Shang sans lui apporter aucun bénéfice. Il ajoute que même si la vie humaine ne vaut plus rien dans ce monde, il peut vraiment aider Shang à survivre et à vivre mieux. Il mentionne qu'il possède un lot d'antibiotiques comme de la pénicilline et aussi de la céphalosporine, et il demande à Shang s'il réalise à quel point ses réserves sont précieuses désormais. Il explique que même la plus petite blessure infectée peut coûter la vie. Il propose un marché, si Shang le laisse partir, il partagera ce lot de médicaments avec lui. Shang écoute attentivement et admet que par les temps qui courent, les antibiotiques sont en effet une monnaie d'échange précieuse. Il avoue honnêtement au chef Zhenyang qu'il a bien plus que ce simple abri et que ses réserves sont bien plus importantes que Zhenyang ne pourrait jamais l'imaginer. En entendant cela, le chef Zhenyang est sous le choc. Il lui fait immédiatement remarquer que Shang n'a que de la nourriture et de l'éau, mais que sans médicaments, la moindre maladie pourrait être fatale. Il propose qu'ils coopèrent, révélant que les médicaments sont stockés dans une usine abandonnée du quartier ouest et qu'il est le seul à connaître le mot de passe. Shang le fixe froidement pendant un instant avant d'accepter, déclarant que le conflit de ce soir s'arrête là. Il passe même son bras autour des épaules du chef dans un geste apparemment amical. Le chef Xan Yang approuve précipitamment, disant que oui, c'est absolument terminé, et qu'il est heureux que ce malentendu soit dissipé. Shang lui dit de partir pour le moment, et qu'ils pourront discuter des détails un autre jour. Le chef Zhang commence à s'éloigner tandis que ses subordonnés semblent confus et le dévisagent, demandant ce qui s'est passé. Le chef Zhang leur ordonne simplement d'avancer et ils partent tous ensemble. Shang garde un regard attentif pendant qu'ils battent en retraite. Quand ils sont assez loin, il murmure doucement qu'un simple mot de passe ne peut l'arrêter. Même sans cela, il peut ouvrir cette porte. Il se tourne ensuite vers les voisins encore présents, particulièrement vers Papi Wang, et le rassure en disant qu'il est en sécurité maintenant. Tandis que Shang parle avec Papi Wang, la tante a beaucoup de mal à se contrôler. Elle panique, frustrée et consumée par la terreur. Son état trahit clairement sa peur. Papi Wang remercie rapidement Shang. Il dit que Shang lui a sauvé la vie et que s'il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il lui suffit de demander. Il admet qu'il est trop vieux pour se battre, mais qu'il peut toujours aider à planter, cultiver ou faire des corvées. Shang dit doucement à Papi qu'il comprend ses intentions, mais lui demande de rentrer chez lui, de verrouiller la porte et de se reposer. Alors que la lune reste haute et que la chaleur continue de grimper même la nuit, tout le monde retourne enfin chez soi. L'un des sbires des bandits, celui que Shang a failli effrayer à mort plus tôt, marche devant lui, et le chef Zhang Yang se moque, disant que Shang n'est qu'un gamin imprudent. Il rit à l'idée de vraiment partager les médicaments, admettant que tout ce discours sur la coopération n'était qu'une tactique pour gagner du temps. Il explique qu'il voulait seulement stabiliser la situation en premier. Une fois qu'il aura trouvé comment s'emparer des provisions de Shang, il s'occupera de son cas. Il ajoute que si Shang pense pouvoir lui tenir tête, il est encore trop naïf. En entendant cela, les subordonnés commencent immédiatement à le flatter. L'un d'eux loue le chef pour sa sagesse. Un autre approuve, ajoutant que puisque Shang a osé affronter le chef Lu, il ne vivra probablement pas plus de 3 jours. L'expression du chef Lu devient sérieuse. Il fait remarquer qu'il y a décidément quelque chose qui cloche chez Shang. Même les tirs d'artillerie ne pouvaient l'atteindre, ce qui n'a aucun sens. Il ordonne à Tête des Ananas de passer les prochains jours à enquêter soigneusement sur Shang, mais avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, une frappe soudaine lui tranche la tête. Les subordonnés sont extrêmement terrifiés. L'un crie de fuir tandis qu'un autre hurle en demandant si c'est un fantôme, incapable de croire à ce qui vient de se passer. Ils paniquent et se dispersent, laissant le corps du chef Lu seul au sol près d'un bâtiment.